Alors, cette affiche est fondée sur la rétention des infirmières entre 2015 et 2021. Les infirmières ont été sujettes à beaucoup de stress pendant la COVID-19. Il n'y a pas de recherche sur la nutrition des infirmières dans aucune juridiction au Canada. Elles ont été sujettes à des hauts niveaux de stress, étant donné les situations. Cependant, il n'y a pas de recherche en Ontario. Là-dessus, nous avons mesuré la nutrition en Ontario et nous avons comparé les données entre les années. Nous avons distingué entre les sorties permanentes et temporaires et les probabilités aussi de santé nutritionnelle selon les différents groupes. Les résultats sont affichés sur l'écran. Nous avons les infirmières actives ou inactives et les infirmières inactives ne pouvaient pas pratiquer, ne pouvaient pas fournir leurs services entre 2020 et 2021. 1B et 1.2 proposent des tendances à la hausse. Et nous voyons donc la situation en bleu et ces infirmières ont plus de probabilités de revenir à leur travail dans 3 ans. Et les chiffres de A1A et 1B vous montrent les retours à la profession selon la catégorie. Les possibilités de retour dépendent des conditions. Nous n'avons pas trouvé d'évidence d'une augmentation des nutritions des infirmières entre la période étudiée. Cependant, nous continuons à faire le suivi de la situation nutritionnelle des infirmières. Merci beaucoup. Un peu contre-intuitif, mais peut-être que pour l'année 2022-2023, nous allons voir ces chiffres nutritionnels augmenter. Alors, nous continuons. Alors, comprendre les forces de travail en matière de santé et la demande pendant la pandémie de la COVID-19 et au-delà de l'utilisation d'un réseau de concepteurs de politique et d'employeurs de l'industrie. Merci beaucoup. Donc, ici, nous voyons le travail que nous avons fait depuis 2017 à l'État de Washington, aux États-Unis. Et c'est un effort de faire une enquête des employeurs dans ces États pour comprendre les besoins. Lorsque la COVID a surgi, nous avons saisi l'opportunité de mieux cerner les besoins de la communauté d'infirmières et nous avons établi donc ce travail pour identifier avec eux les thèmes principaux qui suscitaient leur attention. Nous avons pu faire le traçage d'un changement par rapport aux besoins et aux demandes des travailleurs et nous continuons ce travail après la pandémie. Dans les centres de la diapositive, vous allez voir une étude de cas. C'est l'établissement de soins infirmiers qualifiés. Et vous pouvez voir comment la situation a changé au fil du temps dans les secteurs de santé. Avant, les employeurs nous parlaient, par exemple, des salaires et de problèmes causés par la fatigue et le surménagement. Et il y avait aussi après donc des préoccupations par rapport à l'achat des EPI et des produits de nettoyage. Et au fur et à mesure que la pandémie continuait, il y avait donc des témoignages de surménagement, de beaucoup de fatigue. Et ensuite, en 2022, nous avons vu qu'il y a des efforts pour des stratégies de recrutement et attirer les personnes, les professionnels qui étaient partis. Donc, c'est un outil qui a été établi avant la pandémie et nous continuons à l'utiliser pour identifier des thèmes prioritaires qui touchent les demandes des effectifs de la santé, des employeurs et des employés, et cela va continuer à l'avenir. Il y a des informations ici pour obtenir plus d'informations. Vous pouvez visiter la page web et obtenir davantage
de détails. Merci. Merci beaucoup. Oui, il y a toujours des défis lorsqu'il y a de mouvements personnels du secteur public et privé. Alors, prochaine diapositive, nous avons les lacunes salaires des migrants entre les pharmaciens au Canada. Donc, nous avons ici une lacune importante, un écart salarial au Canada. Et nous avons utilisé ces données avec la population canadienne pour faire une recherche sur la disparité des revenus entre les professionnels en pharmacie et pour les comparer avec d'autres secteurs de la santé. Ce sont des contributeurs cruciaux de ce système de santé, et donc nous devons comprendre leurs besoins. Et ici, nous voyons la tendance générale. Les pharmaciens étaient surtout des femmes. Et pour 2016, 62% des pharmaciens étaient des femmes en 2016, contre 58,5% d'hommes. Donc, nous voyons une représentation croissante. Et parmi les pharmaciens, les migrants adultes gagnaient 22% moins, un écart plus large que parmi les dentistes, 20%, mais plus étroit que chez les physiothérapeutes, ergothérapeutes, 24%, et en tenant compte d'autres caractéristiques. Nous avons trouvé également que après des ajustements de sexe, d'éducation, d'âge et d'autres conditions, avons trouvé que les pharmaciens qui avaient migré au Canada étaient gagnaient moins de 22% moins que par rapport à d'autres pharmaciens qui avaient migré avant l'âge d'accès à l'éducation supérieure. Et cette lacune est un peu plus importante chez les dentistes, mais moins importante chez d'autres professionnels comme le physiothérapeute. Notre recherche montre que des programmes et des politiques sont nécessaires pour permettre aux travailleurs de la santé migrants de parvenir à une pleine inclusion économique, y compris un soutien au secteur paramédical essentiel qui emploie un nombre important d'immigrants qualifiés, en particulier des femmes. Très bien, merci beaucoup. Super intéressant de voir donc toutes ces perspectives et l'importance aussi de s'ajuster à d'autres caractéristiques. J'ai l'impression que même si on fait ces ajustements des caractéristiques, il y aura, il y a de lacunes importantes à combler. Et une partie de solution ici, c'est la présentation de réseau national de navigation pour les nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Je suis la coordinatrice de ce projet et je vais vous expliquer comment nous avons développé ce rapport qui présente une partie de la solution, élaborer des recommandations et des outils pour améliorer le parcours de PSCFE en utilisant un modèle de communauté des pratiques intersectorielles. Donc, le processus, le comité de coordination s'est réuni tous les trimestres pour gérer les programmes de groupe de travail et poursuivre les discussions sur d'autres structures, méthodologies. Et donc, nous avons développé des recommandations et nous travaillons avec les différents groupes, différentes pratiques et nous analysons le travail de façon très rapide. Et donc, nous faisons des recommandations sur la base des termes de l'accord et nous continuons à faire des efforts pour parvenir à des résultats exacts. Comme vous pouvez voir sur l'écran, pour la période de notre étude, nous avons travaillé avec nos partenaires pour faire des recommandations. Nous avons développé des ressources additionnelles comme des cartes à pointage, des webinaires et différentes ressources qui nous aident dans nos efforts. Si vous êtes intéressé à notre travail,
N'hésitez pas de contacter nos services d'information et nous serons heureux de vous fournir tous les détails et un accès élargi à toutes nos ressources. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Tout ce travail sur les données. Nous avons assez de temps pour quelques questions. Si quelqu'un a une question à poser. Ivy, j'espère que Elisa est encore là. Donc, je voulais demander à propos de la rétention. Donc, quelles sont quelques limitations des données? Vous avez trouvé qu'est-ce qui l'explique ou le dialogue dans les médias ne se base pas vraiment sur les données? Est-ce que Elisa est en ligne pour répondre? Je dirais que c'est les données jusqu'à l'année 2021. Et si nous voyons cette rétention lors de la pandémie, il me semble que vraiment les changements dans la rétention, on l'a vu après la pandémie. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que vous avez pu voir un peu le secteur privé ou est-ce que vous ne voyez pas si les gens travaillent du côté public ou privé? Donc, c'est pour toutes les infirmières en Ontario. Et donc, je peux voir si les infirmières travaillent aux agences, ça c'est quelque chose. Une question en ligne, si vous pouvez m'entendre. Il y a une question. Quelle sorte de parties prenantes sont les 74 mentionnés? C'était peut-être la présentation de Neuros. Est-ce que la chercheuse a reçu cette question? Oui, merci beaucoup. Donc, c'était n'importe qui travaillait de l'immigration jusqu'à l'emploi optimal. Et donc, les employeurs, nous avons aussi des gens qui travaillent là et des gens qui essaient de rentrer dans le domaine et des personnes qui ne sont pas complètement formées, mais qui travaillent à des autres sections. Donc, sauf Québec et les territoires, c'était ça le cas. Est-ce qu'il y a des autres questions en ligne? C'est tout? Des autres questions du public ici? Donc, il me semble que nous pouvons continuer avec la deuxième partie. On se concentre sur les données du marché du travail et nous allons voir un peu une architecture moderne pour les données pour la main-d'œuvre de santé et la planification au Canada. Bonjour tout le monde. Donc, Sarah et moi, lors de la pandémie, nous avons vu les vulnérabilités de notre système de santé. Et une partie de tout ceci, c'est comment nous pouvons interpréter ceci et comment c'est utilisé. Une partie de tout ceci, c'est cette vision avec cette architecture afin de comprendre le travail qui est fait de façon isolée. Et donc, ce que nous avons créé, c'est une architecture nationale pour comprendre ceci.
Je vais vous l'expliquer un peu. Ça commence en haut à gauche, où il y a des patients qui ont besoin d'un service de santé et il y a les personnes qui donnent ces services et ça mène à des résultats. Donc, chacun de ces parties, ça montre euh, où nous pouvons recevoir ces données. Et nous avons besoin de différentes sources qui peuvent venir de différents niveaux d'organisation au Canada. Et donc, il va y avoir un processus d'intégration des données assez complexe. Et donc, ça rentre dans un repositoire de données pan-canadien. Et ça fait partie de tout un réseau de données qui est interopérable. Et donc, la partie de l'utilisateur ici, ça peut aider à la planification ou pour n'importe quel autre besoin qu'ils ont. Ceci, ça aide. Donc, voilà le point. Je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais voici l'architecture qui est disponible au Canada. Il y a plusieurs parties de cette architecture qui sont déjà en train de se faire et l'adoption de ceci, ça va permettre une analyse en temps réel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons le modèle intégré de ressources pour le médecin, le tableau de bord, et c'est pour de l'Ontario au Canada. Et nous avons Yasmine. Je vous remercie l'opportunité de partager cette information de l'Ontario au Canada. Ce modèle, le Prime, est un outil qui peut aider à voir les questions, évaluer la capacité et l'infrastructure en utilisant les pratiques qui sont disponibles ainsi que des méthodes d'apprentissage de machines. Ça prend toute l'information des santé de la population et de la main-d'œuvre de médecine. Et donc, ici, nous pouvons estimer combien de médecins nous avons besoin selon les besoins de la population, selon le profil épidémiologique de la population. Le tableau de bord interactif permet aux utilisateurs de choisir la sorte d'analyse et le service et présente des résultats qui peuvent se trouver en PDF. Notre poster représente une version de ceci en utilisant la spécialité de la cardiologie en 2021. Dans cet exemple, le sud-ouest de l'Ontario a besoin de 23 différentes positions pour les services de cardiologie. Et donc, ceci, ça sert comme un indicateur de différents points qui doivent être vus. Ce tableau de bord est un outil qui permet la visualisation pour appuyer la planification. Ceci est clé pour aider le système de santé, ainsi que la culture de planification en Ontario. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'opportunité. C'est intéressant quand nous considérons la personne en ligne, Cynthia, voilà. Et aussi quelqu'un du côté de la santé mentale. C'est génial de voir tout ceci. Et donc, nous avons ici les ressources et les outils d'appui. Bonjour tout le monde, je suis Subuki Bassett et je fais cette présentation au nom de notre équipe. C'est un modèle de simulation qui a été développé en combinaison
avec une équipe d'ergonomie. Les données que nous voyons ici, ça nous montre comment nous pouvons utiliser cette approche de simulation pour aider dans notre travail. Et nous voyons les différentes données qui ont été collectées lors de la pandémie. Ce que nous voyons vraiment, c'est le développement de, OK, une journée dans la vie d'une infirmière, par exemple. Et ça nous permet de voir comment donner des soins en utilisant une différente méthodologie. Et ce que vous pouvez voir ici dans le milieu, c'est vraiment différentes, différentes parties qui indiquent toutes les activités des infirmiers pendant leur travail. Vraiment, il y a 14 heures de soins. Donc, lors de ces 14 heures, ils arrivent chez eux en laissant de côté certains soins où ils doivent rester pour compléter. Nous savons que les infirmiers, ils travaillent trop. Ils sont surtravaillés, on l'a vu lors de ces dernières décennies. Mais il n'y a pas beaucoup d'organisations qui font vraiment quelque chose pour aider. Donc, ce que nous avons fait, c'est une simulation pour quantifier ce montant de travail et voir et pour pouvoir visualiser le montant de temps que les infirmiers sont en train de passer et le soin direct, indirect, ainsi que pour indiquer le sort de soins qui manque. Et donc, ce que vous voyez, ça montre un exemple de quand les infirmiers ont plus d'un patient de COVID, il y a plus de temps à donner certains soins, mais pas les soins directs. Donc, il se peut passer presque 6 ans, et 6 heures en train de donner des soins à ces patients. Donc, c'est intéressant de voir comment nous pouvons modéliser ceci et le travail qui est fait, les résultats. Et nous l'avons vu aussi dans des différents contextes. Et donc, nous pouvons le voir comme un outil qui nous aide à la prise de décision. Pour comment les travailleurs de la santé peuvent faire leur travail et adapter un peu leur milieu de travail pour améliorer les conditions de travail et des meilleurs résultats pour leurs patients. Merci. Merci, Sue. Voilà. euh, Merci beaucoup de faire cette présentation au nom de ma collègue. Voici un processus qui est très novateur. Nous avons travaillé avec ce modèle, nous l'avons mis en place depuis 8 ans, nous continuons à les mettre à preuve et nous avons d'abord testé ces modèles avec 5 communautés et nous sommes centrés sur l'importance de l'intégration des soins de santé. Et c'était une initiative que nous avions pour faire une amélioration dans le temps, mais nous avons vu que si le processus de soins de santé était soumis à ce type de procédure, les résultats seraient complètement différents. Nous avons une publication cette année euh, et nous avons pu donc, nous avons mis les codes QR si vous voulez lire l'article, mais ce cadre a été utilisé pour apprendre des stratégies de soutien, par exemple les analyses de tâches cognitives. Et c'était donc une analyse rapide et nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes clés de notre communauté et le processus que nous avons pu établir à partir de toutes ces connaissances, c'est que nous avons trouvé
que le fait de travailler avec eux, de leur demander quel type d'activité de prendre santé et de soins de santé ils faisaient auprès de la population, nous a permis de faire une cartographie des compétences qu'il faut acquérir pour faire ces tâches. Je sais que nous avons entendu parler, par exemple, des compétences nécessaires euh, dans les rôles supplémentaires, mais ce que nous avons trouvé dans notre étude est l'opposé. Ce que nous avons trouvé, c'est que nos cliniciens très qualifiés ne pouvaient pas faire l'optimisation de certaines tâches parce qu'ils étaient occupés à faire d'autres choses. Et ils nous disaient tout le temps qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à l'école. Alors, ce qui était intéressant et unique, c'est que ce processus de soins nous a permis un peu de décrire la journée d'un client typique. Et c'est la partie unique, non seulement la cartographie, parce que beaucoup ont déjà fait des cartographies de la profession, ce n'est pas tout. Le processus de prise de soins fait le parcours de tout d'un client. Et ce que nous ne savions pas quand nous avons commencé, c'est que cela peut changer et il peut y avoir différents cliniciens à différentes parties de l'étape et c'était une révolution lorsque nous avons commencé aux répercussions parce que nous avions les mauvais cliniciens qui s'attaquaient aux mauvaises tâches. Et nous nous sommes dit, bon, et si on entendait, et si on avait une bonne composition à notre équipe, mais nous n'avons pas les compétences nécessaires. Donc, nous travaillons maintenant avec la santé mentale, nous travaillons avec les soins de santé primaire, différents domaines, et nous avons trouvé exactement la même situation. Et nous avons commencé à ajouter des travailleurs de support dans quelques secteurs auprès des populations très vulnérables et ils font donc des traitements et des activités à haut risque. Et nos cliniciens qui avaient les compétences pour faire des ordonnances et faire des consultations ne le font pas. Alors, nous pouvons peut-être avoir une très bonne composition dans notre équipe, mais nous n'avons pas les bonnes compétences. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela offre des opportunités importantes dans d'autres domaines où nous sommes toujours en train d'apprendre. Merci beaucoup. Merci. Et cela me rappelle que le travail de prise de soins que nous avons fait de notre côté aussi. Donc, nous avons quelques minutes pour des questions et nous allons voir maintenant la prochaine présentation, la boîte à outils des travailleurs exilés. L'important ici, ou l'objectif de cette boîte à outils pour les travailleurs surménagés de santé, c'est de fournir des ressources informées aux organisations pour soutenir le travail fait dans la santé. Nous avons fait une enquête et nous avons euh, inclus différents composants, tels que la discrimination, le stigmate, et vous pouvez donc avoir accès à cet outil qui, vous avez l'email sur l'écran. Et nous avons travaillé avec différentes organisations pour parler des traumas auxquels il est confronté. Et nous voulons déterminer les besoins de chaque organisation. Et sur la base des résultats, nous pouvons dire que il y avait un sentiment de surménage. Et ces interventions, ou les interventions sont nécessaires hein, pour pallier à cette situation. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Faire quelque chose et commencer, c'est déjà quelque chose. C'est un processus nécessaire qui exige l'engagement de tous les acteurs. Et si vous travaillez dans une organisation qui est prête à améliorer la culture du travail, vous allez pouvoir établir un dialogue significatif et obtenir un résultat positif pour tous les travailleurs de la santé. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions du public? Big round of applause. Il y a des questions en ligne? Non, mais je voudrais poser une question par rapport à cette boîte à outils. Quand j'ai vu votre graphique, j'étais vraiment impressionnée. On dirait que il y a toute l'information dedans. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où, où votre institution
et pu concentrer toutes les ressources que vous avez cumulées? Et quelle est l'initiative à laquelle vous pensez par rapport à ce qu'il faudrait ajouter en ce qui concerne les données? Merci de votre question. Alors, nous aimerions qu'il y ait une architecture des données, c'est-à-dire une idée de la façon dont les données devraient euh, circuler dans le système. Et ceci nous aiderait à comprendre quelles devraient être les actions nécessaires et comment le faire. Si les données peuvent circuler sans être intégrées dans une sorte de normalisation, dans un répertoire, eh bien, cela entre en contact avec d'autres données qui pourraient être réalimentées au système. Et cela n'est pas le cas maintenant. Donc, nous n'avons pas de rétraction, l'intégration n'a pas lieu, il y a beaucoup de données en silo, alors que nous aimerions avoir un processus circulaire. Nous pensons qu'un processus circulaire pourrait révolutionner la façon dont nous échangeons les données en nous permettant de apprendre ce que les autres sont en train de faire aussi. Si je pourrais ajouter quelque chose, c'est une très bonne question. Et oui, c'est vrai que les chiffres que vous voyez ici sont très éloquents. Il y a beaucoup plus de détails dont nous pourrions parler, mais l'important, c'est que ces données soient, euh, disons, reliées à ce qui existe déjà. Et si le travail qui a lieu est donc, si nous avons toutes ces données dans les différents systèmes de Canada, nous pourrons en tirer mieux profit. Par exemple, dans les projets pilotes. Et c'est intéressant parce que si nous avons une vision commune et si les personnes suivent les mêmes parcours et utilisent les mêmes outils, ils peuvent toujours continuer à travailler en silo, mais cela va fonctionner à la fin. Et c'est pourquoi nous devons changer notre architecture pour harmoniser le tout. Et cela me rappelle à ce dont on a parlé quand on a évoqué le Colorado. Vous avez dit qu'il y avait différentes sources pour obtenir les données et qu'il fallait faire des estimations nationales, etc. Et combien cela va coûter de faire tout ça? Est-ce que c'est réaliste? Et quelles sont les propositions des politiques au-delà du besoin d'avoir ce type de système? Et combien ça va coûter? Maintenant, je vais donner la parole à Gil qui va nous parler donc de la prochaine. Alors, Isabelle Zurou qui est en ligne. Bonjour, je suis Isabelle Giroux à l'Université d'Ottawa et nous voulons vous présenter notre projet. Nous travaillons sur des une simulation virtuelle asynchrone des soins de santé primaire fondée sur une équipe avec des guides sur l'éducation diététique. Donc, nous avons travaillé avec une équipe pour essayer de subvenir les besoins des Canadiens. L'objectif est de développer, mettre en œuvre, évaluer une boîte à outils éducative interprofessionnelle innovante comprenant des modules d'apprentissage basés sur la simulation virtuelle asynchrone pour les destillateurs professionnels et pour censure afin de renforcer les compétences pratiques clés pour la vente de soins de santé primaire en équipe au Canada. Nous avons conçu deux phases. La première phase, nous avons fait la conception de la boîte et dans la deuxième, le développement. Et la phase 3 sera centrée sur la diffusion et l'application des connaissances. Et ces deux processus a donné accès à donne accès à cette boîte d'outils aux professionnels. C'est une simulation virtuelle, trois en français et trois en anglais, conçue pour améliorer les compétences des nutritionnistes. Et ce projet fait partie d'un programme
visant à la transformation. Et c'est une initiative aussi de Foundation for Advanced Family Medicine, co-dirigée par le Collège des physiciens du Canada et le Réseau des travailleurs de la santé du Canada en partenariat avec 65 organisations de l'éducation et la santé du Canada. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada et merci beaucoup de votre attention. OK, donc c'était très complet. Merci beaucoup. Prochaine, c'est explorer les différences de sexe dans les professions médicales à la famille. Bonjour. Je vais vous parler donc de cette recherche que nous avons fait dans les cadres d'un programme de recherche rapide. Nous avons donc utilisé différentes méthodes pour étudier les facteurs qui incident sur la décision de jeu de rôle dans la pratique. Nous avons voulu explorer les différences entre les sexes dans la famille et la carrière des médecins. Alors, en dépit du fait que les femmes font la plupart de la population, et nous avons trouvé qu'il y a une proportion importante des égalités de sexe dans la pratique. Nous avons réalisé, réalisé différentes méthodes et ce qui était intéressant, c'était une analyse asynchrone dans différents groupes familiaux. Nous avons élaboré aussi des analyses thématiques et les résultats sont présentés dans les diagrammes. Nous voyons des barrières à l'avancement de la carrière à différents niveaux, y compris au niveau national, au niveau des organisations et au niveau des pratiques individuelles. Les différences de genre sont évidentes et pouvez voir qu'il y a des facteurs qui ont eu un impact de façon différente aux femmes et sur les hommes. Ceci passait par la flexibilité des heures de travail, l'attractivité d'autres rôles, les contacts politiques qui exercent une pression et aussi trouver les bonnes pratiques. D'autres détails pourront être trouvés dans notre article. Merci. Très bien. Alors, la santé psychologique et la santé et la sécurité. C'est ce que Sophie va nous présenter maintenant. Alors, la santé psychologique et la sécurité est un sujet qui suscite beaucoup de préoccupations. Mais nous ne les avons pas enseignés comment travailler en groupe. Donc, nous avons créé des ressources pour faire face à ce problème de les équipes interprofessionnelles. Nous avons utilisé une méthodologie de scannage et donc nous avons vu 7 différents facteurs. Le kit d'outils a plusieurs ressources qui inclut une catégorisation de plusieurs niveaux qui regarde le système d'équipe d'organisation, les interventions au niveau individuel afin d'améliorer les compétences de premiers soins pour travailler de façon collaborative dans un environnement d'équipe. On voulait aussi intégrer la santé mentale et les compétences de sécurité. Tout ceci inclut un besoin de ressources bilingues ou de ressources publiées en français. Les ressources ne se concentrent pas surtout sur les questions de soins primaires et il n'y a pas beaucoup de concentration sur les travaux en équipe. Et donc, des ressources pour travailler en équipe, ça serait plus important pour ce niveau. Mais il y a peu qui se concentrent sur les individus dans les équipes. Les interventions au niveau du système ignorent aussi l'équipe de premiers soins et la formation. Nous voulons créer des programmes de formation au Canada pour appliquer, évaluer et raffiner ce kit d'outils. Merci Sophie, merci Melissa. Donc maintenant, nous avons super rapide 3 présentations
avec le micro-programme. Donc, c'est moi. J'espère que tout le monde peut nous entendre en ligne. Donc, le micro-programme, c'est un programme qui a été développé avec le réseau de travail en santé du Canada et l'Université d'Ottawa. C'est le seul programme, seul micro-programme complètement bilingue en études de main-d'œuvre en santé. Il y a 2 cours qui sont à faire en anglais, en français. Toutes les ressources en anglais ont été traduites en français. Il y a une introduction aux professions de santé au Canada que nous pourrons voir au prochain poster. L'introduction à la force, à la main-d'œuvre en santé, c'est un cours qui est divisé en 3 différents modules. Donc, 4 sessions sur planification, politique et gestion. Et ça se concentre surtout à un niveau international, donc n'importe qui peut le prendre. Puisque ça se trouve à une université en Ontario, un étudiant de l'Ontario peut prendre ce cours à travers de son université gratuitement parce qu'ils ont déjà payé pour leur formation. Quelqu'un qui n'est pas un étudiant de 2e cycle en Ontario peut le faire à travers d'une institution de développement professionnel à l'Université d'Ottawa. Ici et sur notre site web, vous pouvez voir des gradués récents de ce programme. Donc, nous avons 5 personnes graduées. Il y a plus d'étudiants qui sont en train de prendre le programme, les 2 cours, mais ce sont les 5 étudiants qui ont déjà pris le cours que nous avons commencé en été dernier. Ils peuvent aussi co-publier les publications infographiques qui se trouvent dans le cours. Il y a plusieurs examens, des questions de politique, une infographie, et 2 étudiants ont co-publié cela avec le réseau de main-d'œuvre en santé canadien, ainsi qu'avec l'APM. Le programme est aussi désigné comme une spécialité de leadership en santé avec les leaders en santé du Collège du Canada. Et vous pouvez avoir des crédits pour cela. Merci. Bonjour tout le monde. Imaginez un outil où vous, comme chercheur, vous pouvez avoir accès à tous les articles publiés et écrits sur la main-d'œuvre en santé ou qui contient de l'information sur la main-d'œuvre de l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ce qui est la bibliothèque jaune. C'est pour recevoir de l'information sur notre main-d'œuvre. Il y a toute une variété de sujets par rapport aux différents secteurs de la santé, avec l'objectif d'avancer, aider et créer une discussion par rapport aux approches innovatives dans le terrain. Donc, comment est-ce que cette bibliothèque fonctionne? Puisque c'est un hub désigné par des chercheurs et pour des chercheurs, elle optimise l'expérience des utilisateurs avec une fonction duale de recherche. Cette fonction, c'est la présence d'un outil de recherche de base et avancé qui permet aux chercheurs de chercher et filtrer l'information selon leurs besoins. Avec la fonction de recherche de base, vous, comme chercheur, vous pouvez utiliser juste l'auteur, le travailleur ou le sujet comme des points principaux pour chercher des articles liés à votre recherche. Pour les chercheurs qui ont une stratégie plus avancée, donc disons que vous voulez une méthodologie spécifique ou des articles liés à une région géographique spécifique, vous pouvez essayer la fonction avancée. La fonction avancée vous permet d'être autant spécifique comme vous voulez. Pas juste par rapport aux choses dans la fonction de base, mais dans des autres points aussi, comme
la zone géographique, l'année et la méthodologie de recherche. Une fois que ceci est fait, cet outil va permettre que les chercheurs de la main-d'œuvre en santé vont avoir un repositoire de recherche pour servir à leurs besoins. Merci. Le réseau de la main-d'œuvre en santé canadienne est content de pouvoir présenter cette prochaine mise à jour de notre manuel. Le texte inclut 2 nouveaux chapitres pour les massothérapeutes et les travailleurs sociaux. Chaque chapitre regarde 5 questions d'intérêt. Ceci inclut l'histoire et l'évolution de la profession, les exigences de formation et d'éducation de la profession, les réglementations, la variation dans les différentes provinces et territoires du Canada, la composition démographique, ce qui inclut le genre, l'âge, la distribution, et une- des rôles et une pratique dans la profession. Il y a aussi un point spécial par rapport à l'impact du COVID-19 sur la main-d'œuvre en santé au Canada. L'objectif, c'est de pouvoir donner une idée de l'importance et de leur rôle évoluant de les professionnels de la santé au Canada. All right. Donc, merci. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de travail qui a été présenté dans une heure. Il y a une question en ligne de comment vous pouvez accéder à ces posters. Moi, je peux répondre. Nous avons tous les posters sur Dropbox. Nous pouvons vous donner un lien, mais nous allons tout reviser et l'inclure avec un lien aussi sur le site web de la conférence et le Réseau canadien des personnels de santé. Donc, c'est là où vous pouvez trouver de l'information pour vous enregistrer. Mais il me semble que ça va mieux se trouver sur Dropbox. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici? Au fur et à mesure que il y a moins de soleil. Il y a une question en ligne qui se demande à propos du cours et si c'est disponible aussi en hiver. Donc, le cours qui est disponible pour l'hiver, c'est l'introduction aux occupations de santé au Canada. Nous sommes en train de finir l'introduction aux études du personnel de santé. En mai et en juin, il va y avoir une version condensée parce que vraiment, c'est un module de 12 semaines, mais nous allons le faire en 6 semaines, en mai-juin. 2 questions à propos du livre. Est-ce que c'est disponible en ligne maintenant ou est-ce qu'il y a une date où ça va être lancé et comment est-ce qu'on peut y accéder? C'est fini, ça n'a pas été traduit encore en français et donc on fait cela aussi. Tout est géré par nos ressources humaines. Donc, je ne peux pas promettre que ça va être disponible la semaine prochaine, mais je peux vous garantir que ça va être disponible avant Noël. Et où vous pouvez accéder à ça, c'est en ligne au Réseau canadien des personnels de santé et vous pouvez trouver là. Donc, voilà la fin de nos questions. Donc, il me semble que c'est la fin de notre première journée.